On va tout d'abord parler de l'état d'oxydation. Donc l'état d'oxydation est une mesure du degré d'oxydation dans un atome, d'un atome plutôt dans un composé. Dans un composé chimique, l'état d'oxydation est défini comme étant la charge théorique d'un atome si tous les électrons de liaison seraient transférés à l'atome ayant l'électronégativité la plus élevée. On s'explique rapidement. Donc, si une liaison est ionique, là c'est simple, donc les états d'oxydation vont correspondre à la charge nette des cations et des anions. Par contre, lorsqu'on est face à un composé qui est covalent, comme c'est ici le cas du HCl, de l'H2O ou encore du peroxyde d'hydrogène, l'H2O2, donc l'état d'oxydation va correspondre donc à une charge théorique si tous les électrons de la liaison, ici la liaison HCl, vont être transférés à l'atome avec ayant l'électronégativité la plus élevée. Dans cet exemple, ça va être le chlore. Pour la molécule d'H2O, donc ça va être l'oxygène qui est l'élément le plus électronégatif. Et donc, pour faire le calcul, c'est simple. Là, on a une liaison HCl. On va considérer que les électrons de valence vont être transférés à à l'atome le plus électronégatif. Et donc, on va avoir un état d'oxydation de plus 1 pour l'hydrogène dans une liaison HCl et un état d'oxydation de moins 1 pour le chlore. Là, pour l'oxygène, donc les deux atomes d'hydrogène vont être transférés théoriquement à l'atome d'oxygène et on va avoir des états d'oxydation de plus 1 pour les deux atomes d'hydrogène et de moins 2 pour l'atome d'oxygène. Là encore, pour le peroxyde d'hydrogène, on a deux atomes d'oxygène, donc chacun de ces deux atomes vont se partager les électrons des deux atomes d'hydrogène et on va avoir des états d'oxydation de plus 1 pour les deux atomes d'hydrogène et un état d'oxydation de moins 1 pour les deux atomes d'oxygène. Maintenant, on passe c'est-à-dire à des généralités justement sur l'état d'oxydation. Donc l'état d'oxydation d'un atome dans son état élémentaire, il est de 0. Lorsque vous prenez un élément chimique dans son état élémentaire, son état d'oxydation est nul. L'état d'oxydation d'un ion monoatomique est égal à la charge nette de l'ion. Et là, donc, on est dans une liaison ionique. Par exemple, le cation 1+, Ca2+, Fe3+. Pour tous ces cations, les états d'oxydation vont être respectivement de plus 1, plus 2, plus 3. Là, on est face à un anion qui est l'anion chlorure Cl-, et son état d'oxydation va être de moins 1. La somme algébrique des états d'oxydation dans un composé polyatomique va être neutre, et donc de 0. Comprenez un composé polyatomique donc de charge dont la charge nette est nulle, donc les états d'oxydation vont en quelque sorte s'annuler. Là on a plus 1 et moins 1, donc c'est 0. Là on a le SO4. Le SO4, sa charge elle est de 2 moins. 2 moins, pourquoi? Parce que le soufre là il est dans un état d'oxydation de plus 6. Plus 6 plus 2 plus pour les deux atomes d'hydrogène, donc ça fait plus 8, et le O qui est l'oxygène qui est dans un état d'oxydation de 2 moins, donc ça fait 2 moins fois 4, ça fait 8 moins, 8 moins plus 8 plus, ça fait 0. Et la même chose pour le dioxyde de carbone, donc le carbone il est dans un état d'oxydation de plus 4, l'oxygène des états d'oxydation de 2 moins fois 2, ça fait moins 4, plus 4, ça fait 0. La somme algébrique des états d'oxydation dans un ion polyatomique est égale à la charge nette de l'ion. Là, par exemple, pour l'azote, son état d'oxydation il est de plus 5. L'oxygène, là, les trois atomes d'oxygène, donc chacun de ces atomes a un état d'oxydation de 2 moins, ça fait donc moins 6, et plus 5, ça fait moins 1. La même chose
pour l'anion phosphate ou bien l'anion carbonate. Les éléments électronégatifs ont généralement des états d'oxydation négatifs et les éléments électropositifs, si vous voulez, vont avoir des états d'oxydation positifs. Bien sûr, ça va dépendre de la division. Si vous prenez par exemple l'oxygène et le fluor, la formation d'un composé qui est le fluorure d'oxygène, dans ce composé-là, on va voir que l'état d'oxydation de l'oxygène va être positif et celui du fluor va être négatif. Donc ceci est une règle générale, mais il existera toujours des exceptions. Parlons maintenant de l'oxydoréduction. Donc l'oxydation, les réactions d'oxydation et de réduction, ces deux phénomènes peuvent être définis et ont été définis tout au long de l'histoire de diverses façons. On peut définir l'oxydation comme un gain d'atomes d'oxygène, tandis que la réduction constitue une perte. L'oxydation peut être définie par une perte d'atomes d'hydrogène, tandis que la réduction peut être définie par un gain d'atomes d'hydrogène. Une définition plus classique pour l'oxydation, c'est la perte d'électrons, tandis que la réduction est définie comme étant un gain d'électrons. Mais nous, on va préférer cette dernière définition. L'oxydation sera définie comme étant l'augmentation de l'état d'oxydation. Un passage, par exemple, d'un état d'oxydation de plus 1 à plus 3 constitue donc une réaction d'oxydation, tandis que la diminution de l'état d'oxydation, donc un passage, par exemple, de 0 à moins 1 à moins 2, donc sera considéré comme une réduction. On va prendre cet exemple, donc la réaction du zinc, on prend le zinc métallique, et donc puisqu'il est dans un état élémentaire, son état d'oxydation est de 0. On va le dissoudre en milieu acide, et donc là on est face à des protons chargés positivement avec des états d'oxydation de plus 1. Et là on va obtenir du zinc, le cation Zn2+, avec un état d'oxydation de plus 2, et l'hydrogène qui va être réduit, donc une diminution de l'état d'oxydation qui va passer de plus 1 à 0. Donc là, on est face à une réduction. Dans cette réaction, donc le zinc va être oxydé en Zn2+, donc une augmentation de l'état d'oxydation, et l'hydrogène va être réduit. Donc là, on est face à une diminution de l'état d'oxydation. On prend un deuxième exemple, la réduction de l'oxyde de zinc par le carbone. Et là, donc, le zinc qui est sous forme oxydée, donc avec un état d'oxydation de plus 2, va voir son état d'oxydation diminuer à 0, donc par phénomène de réduction, tandis que le carbone, lui, qui est sous forme élémentaire, va être oxydé en monoxyde de carbone avec un état d'oxydation de plus 2. Maintenant, pourquoi est-il important de connaître les états d'oxydation et pourquoi on a défini les réactions d'oxydoréduction telles qu'on l'a fait? Tout simplement, on va essayer de connaître le principe d'extraction ou bien de la préparation des éléments chimiques. Il faut savoir déjà que peu d'éléments chimiques sont présents dans la nature sous forme libre, c'est-à-dire sous forme élémentaire simple. Ces quelques exceptions sont bien sûr les métaux nobles, à l'instar de l'or, qu'on peut trouver sous sa forme élémentaire existante comme ça dans la nature, les gaz nobles dans l'atmosphère et bien sûr les gaz qui constituent, les principaux gaz constituant notre atmosphère qui sont l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. À vrai dire, la plupart des éléments chimiques existent sous forme combinée, donc sous forme d'oxyde, de sulfure, d'halogénure, de nitrate, etc., dans lesquels ils ont des états d'oxydation positifs ou bien négatifs. On peut prendre certains exemples, par exemple le titane, qu'on peut trouver dans l'oxyde sous forme d'oxyde, donc l'oxyde de titane. Le titane, il est dans un état d'oxydation de plus 4. Le zinc sous forme de sulfure va exister, l'atome de zinc va être dans un état d'oxydation de plus 2.
et le chlore donc, dans un état d'oxydation de -1. Donc le principe de l'extraction, c'est-à-dire comment je peux obtenir du titane à partir de l'oxyde de titane, le zinc à partir de son sulfure ou bien le chlore à partir du NaCl. Là, tout simplement, je suis dans un état d'oxydation de +4. Pour obtenir l'élément, je dois descendre de l'état d'oxydation de +4 à l'état 0. Et pour ce faire, donc, j'ai besoin d'une réaction de réduction. Donc, il faut réduire le dioxyde de titane pour obtenir le titane. Là aussi, pour le zinc, j'ai besoin de réduire le zinc pour obtenir, j'ai besoin de réduire le sulfure de zinc pour obtenir le zinc. Tandis que pour le chlore, donc il est dans un état d'oxydation de -1, j'ai besoin de faire remonter son état d'oxydation et pour ce faire, j'ai besoin d'une oxydation. Ainsi, l'extraction de ces éléments va passer par les réactions de réduction et on va donc utiliser des substances réductrices, ça peut être du carbone, de l'hydrogène, du sodium, le calcium, etc. Ou bien des réactions d'oxydation, donc on peut utiliser des oxydants forts tels que le chlore ou bien le brome. Là, vous avez plusieurs réactions possibles pour illustrer nos propos. Ainsi, la production du fer à partir de l'oxyde de fer se fait par le carbone. Là, le fer qui est dans un état oxydé va être réduit par le carbone pour obtenir le fer dans son état d'oxydation de 0 et le carbone, quant à lui, va s'oxyder. La préparation du potassium à partir du chlorure de potassium, la réduction va se faire par le sodium étant plus réducteur que le potassium. Et la même chose pour l'obtention de l'iode étant moins oxydant que le chlore. Donc le chlore il va oxyder le composé NaI, le iodure de sodium, pour obtenir le chlorure de sodium et l'iode élémentaire. Donc toujours et ça peut arriver souvent, lorsqu'on est face à des éléments qui sont très électronégatifs, qui sont très électropositifs, et comme c'est le cas du fluor, du chlore, du sodium, du calcium ou encore de l'aluminium, et en l'absence d'un composé chimique, d'un réactif qui soit plus oxydant ou plus réducteur que l'élément qu'on veut obtenir, on peut toujours recourir à l'électrolyse. Donc la réduction aura lieu au niveau de la cathode. Donc la cathode qui est chargée, qui porte la charge négative, donc cathode qui va attirer les cations chargés positivement, et l'oxydation donc va s'opérer au niveau de l'anode qui elle est chargée positivement parce que donc elle va attirer vers elle les anions, comme c'est ici l'exemple de l'électrolyse du chlorure de sodium fondu. Donc au niveau de la cathode, on va obtenir du sodium et au niveau de l'anode, on va assister à la libération du chlore sous forme de gaz. On va passer maintenant à l'avant-dernière partie de ce chapitre qui sera consacrée à la thermochimie. La thermochimie, tout d'abord, c'est quoi? C'est une branche de la thermodynamique qui va étudier des échanges d'énergie, entre parenthèses de chaleur, associés aux réactions chimiques. Les réactions chimiques sont contrôlées par différents facteurs. Et donc là, d'ores et déjà, il faudra distinguer entre ce qu'on appelle les facteurs thermodynamiques des facteurs cinétiques. Les facteurs thermodynamiques portent uniquement sur les états initiaux et sur les états finaux des réactions chimiques. Autrement dit, les facteurs thermodynamiques donc, vont s'intéresser aux réactifs, aux produits et au bilan énergétique de la réaction. Tandis que les facteurs cinétiques, quant à eux, vont porter sur le mécanisme de la réaction et de sa vitesse. Tout d'abord, on va commencer par les facteurs thermodynamiques. Donc déjà, il faut savoir qu'il est possible de déterminer si une réaction chimique est faisable ou non sans forcément connaître son mécanisme. Ceci, c'est en fonction, donc ça va être en fonction de la faisabilité thermodynamique de la réaction. Et dans ce cas-là, donc il faut
considérer l'état initial, c'est-à-dire les réactifs qui entrent donc dans cette réaction chimique, l'état final, donc c'est les produits qui vont être obtenus suite à cette réaction chimique, et les différentes fonctions donc thermodynamiques qui sont l'enthalpie, l'entropie et l'enthalpie libre de Gibbs. L'enthalpie va nous renseigner si la réaction est endothermique ou exothermique, c'est-à-dire si c'est une réaction qui va absorber la chaleur ou bien libérer de la chaleur. L'entropie va nous renseigner sur le désordre dans une réaction chimique. Cette notion étant un petit peu obscure, on va essayer d'éclaircir les choses. L'enthalpie libre de Gibbs, donc, elle va renseigner sur la spontanéité d'une réaction. C'est pour savoir si une réaction elle est spontanée, c'est-à-dire que énergétiquement parlant, elle est favorisée, c'est-à-dire que le déroulement d'une réaction va être favorisé d'un point de vue énergétique ou non. On va commencer par la notion d'enthalpie, symbolisée par la lettre H. Donc l'enthalpie est définie comme énergie ou chaleur à pression constante contenue dans une substance chimique. Donc toute substance chimique contient potentiellement de l'énergie. Et donc si on calcule l'enthalpie des produits et celle des réactifs, on peut savoir si la réaction donc elle va libérer tout simplement de la chaleur ou bien elle va absorber de la chaleur. Si les enthalpies, c'est-à-dire si la somme des énergies des produits, des enthalpies des produits de la réaction sont inférieures à celles des réactifs, donc la réaction elle est exothermique. Donc c'est ici le cas de la réaction entre le sodium et le chlore. Cette réaction elle est exothermique. Donc l'enthalpie du NaCl va être inférieure à la somme des enthalpies du sodium et du chlore, et cette réaction donc, va libérer de la chaleur. À l'inverse, si l'enthalpie des produits elle est supérieure, c'est-à-dire l'énergie, la chaleur des produits elle est supérieure à celle des réactifs, donc la réaction sera considérée comme endothermique, et donc il va y avoir une absorption de la chaleur, comme c'est le cas par exemple de la réaction de l'hydroxyde de barium avec le thiocyanate d'ammonium. Donc la différence entre l'enthalpie des produits et celle des réactifs est symbolisée par delta H. Donc cette différence-là, produit enthalpie des produits moins enthalpie des réactifs, c'est le fameux delta H. Donc pour ce qui est de l'enthalpie toujours, il faut distinguer donc l'enthalpie de formation de l'enthalpie de réaction. Et on commence par l'enthalpie de formation, c'est-à-dire c'est l'enthalpie, l'énergie, la chaleur, si vous voulez, nécessaire à la formation d'un composé, comme son nom l'indique. Donc l'enthalpie de formation d'un composé chimique est définie comme étant la différence de l'enthalpie mise en jeu quand une mole de ce composé est formé, à partir des éléments purs, bien sûr, tout ça à température de 298 Kelvin, soit 25 degrés Celsius, ou bien et à pression atmosphérique, pression standard de 100 kPa. Donc, entre parenthèses, ce sont les conditions ambiantes de température et de pression. Il faut savoir que l'enthalpie de formation d'un élément pur elle est considérée comme nulle, et on peut trouver, c'est-à-dire les différentes valeurs des enthalpies et de formation pour chacun des composés qu'on connaît. On passe maintenant à l'enthalpie de réaction. Elle est calculée à partir des enthalpies de formation des réactifs et des produits. Donc autrement, l'enthalpie de réaction, donc delta HR, est égale à la somme des enthalpies de formation des produits moins la somme des enthalpies des réactifs. Et là, on va prendre cet exemple. Donc la différence d'enthalpie de cette réaction, on a le monoxyde de carbone dont l'enthalpie de formation elle est de moins 111 kJ par mol.
celle de l'oxygène qui est nulle étant un élément pur, et celle du CO2 qui est de moins 394 kJ par mol. Donc l'enthalpie de réaction va être calculée comme suit, donc moins 394 kJ par mol qui correspond à celle du CO2, donc le produit, moins 111 kJ qui est celle du monoxyde de carbone, celle de l'oxygène étant nulle. Donc le bilan de la réaction, donc celui de l'enthalpie de réaction, la différence d'enthalpie de réaction de cette réaction-là sera donc de moins 283 kJ par mol, et on peut en conclure que la réaction est exothermique. Le deuxième facteur thermodynamique à considérer est bien sûr l'entropie. L'entropie étant définie comme l'indice du désordre qui règne dans un système donné. La différence d'entropie peut être calculée, donc la différence d'entropie qui sera exprimée en joules et non pas en kilojoules, en joules par mol, pourra être calculée comme suit. La différence d'entropie tout simplement sera égale à la somme des différentes entropies des produits moins la somme des entropies des réactifs. Si on prend cet exemple, donc une mole de monoxyde de carbone plus une demi-mole de dioxygène va produire une mole de dioxyde de carbone. Là, on va prendre les entropies relatives à chacun des produits, du produit et des réactifs. On a 198 joules par mol pour le monoxyde de carbone, 205 pour le dioxygène et 214 joules par mol pour le dioxyde de carbone. Ces valeurs, comment est-ce que je les ai eues? Tout simplement, ces valeurs existent dans des tables appropriées. Donc les calculs ont été faits et regroupés dans des tableaux. La différence donc d'entropie va être égale à, si on applique la formule, on va avoir donc une différence d'entropie de moins 86 joules par mol. Maintenant, la diminution de l'entropie, donc on a une entropie qui est négative, va concorder avec la baisse d'une demi-mole de gaz. Là, pour les réactifs, on avait donc une mole et demie de réactif. Pour le produit, on a obtenu une seule mole. Donc on a une diminution donc d'une demi-mole de gaz. Et en général, il faut savoir que un état, que lorsque la matière elle est dans un état gazeux, donc le désordre qui y règne sera euh, plus important que l'état liquide dans lequel pourrait se trouver cette matière, et encore moins que celui de l'état solide. Donc la diminution de l'entropie, donc la diminution du volume de gaz s'explique parfaitement par ces valeurs-là. On passe maintenant au troisième facteur thermodynamique qui est l'énergie libre de Gibbs. Donc l'enthalpie ou l'énergie libre de Gibbs, delta G, va permettre de déterminer la faisabilité thermodynamique de la réaction pour savoir si une réaction chimique est faisable d'un point de vue énergétique, d'un point de vue thermodynamique. Et pour cela, on va combiner, on aura besoin des deux données, de certaines données qui sont en relation avec les deux autres facteurs thermodynamiques qui sont l'enthalpie et l'entropie. La différence, l'énergie libre de Gibbs, donc peut être calculée par la formule qui suit. Donc delta G est égal à delta H, c'est-à-dire l'enthalpie de réaction, moins la température en Kelvin, exprimée en Kelvin, fois la différence d'entropie. Si l'énergie libre, la différence de l'énergie libre de Gibbs est négative, donc la réaction elle est spontanée. Si elle est positive, la réaction n'est pas spontanée, et donc la spontanéité d'une réaction va donc dépendre de la température. C'est pour cela, c'est ce qui explique que plusieurs réactions chimiques qu'on ne peut pas observer, c'est-à-dire à une température ambiante ou à froid, peuvent être
peuvent se réaliser c'est-à-dire dès que le milieu réactionnel est soumis à une source de chaleur. Et donc là, on a un tableau avec différents cas de figure et donc en fonction de l'enthalpie, de l'entropie, on peut obtenir des valeurs de l'énergie libre de Gibbs et ça va nous renseigner sur la spontanéité, la faisabilité thermodynamique de la réaction. On commençait par si l'enthalpie elle est négative et l'entropie est positive. Dans tous les cas, delta G sera toujours négatif. Pourquoi? Parce que delta H donc, est exprimé, elle est de valeur négative, moins la température fois une valeur positive de l'entropie, on va toujours obtenir une valeur négative et donc la réaction elle est spontanée. Si l'enthalpie elle est positive, donc fois moins la température fois l'entropie. L'entropie là elle est négative, donc l'énergie libre de Gibbs sera toujours positive. Et dans ce cas-là, la réaction n'est pas spontanée. Si l'enthalpie est positive et l'entropie est positive, on peut obtenir des valeurs négatives quand les températures sont très très élevées. Et donc la réaction sera spontanée uniquement lorsque le milieu réactionnel donc, sera soumis à une très forte température. Et pour terminer, donc, dans le cas où l'enthalpie elle est négative ou l'entropie elle est négative, le delta G sera négatif quand la température sera très basse et dans ce cas-là, la réaction est spontanée à température très basse. On va prendre la réaction du combustion du monoxyde de carbone dans de l'oxygène à température ambiante de 298 Kelvin. Et là, si on applique notre formule, on obtient une valeur d'enthalpie ou d'énergie libre de Gibbs de moins 257 kJ par mol. Cette valeur elle est négative et donc la réaction est spontanée. On va maintenant s'attaquer aux facteurs cinétiques des réactions chimiques. Et là, on va considérer deux points. Le premier sera l'énergie d'activation. La notion d'énergie d'activation, c'est très important. Et celui de la catalyse. On va commencer par l'énergie d'activation. Tout d'abord, il faut avoir en tête qu'une réaction chimique peut être spontanée d'un point de vue thermodynamique, c'est-à-dire que le bilan énergétique de la réaction, la différence d'enthalpie de Gibbs peut être négative. Et donc, la réaction est thermodynamiquement faisable, thermodynamiquement spontanée, mais la réaction peut être très très lente, tellement lente qu'on ne peut observer cette réaction à notre échelle de temps. Et on va prendre l'exemple le plus courant, c'est la transformation du carbone diamant en carbone graphite. Au regard de cette réaction, donc la transformation du carbone diamant en carbone graphite va libérer une certaine quantité d'énergie, moins 3 kJ par mol. Et donc cette réaction devrait se passer, cette réaction est considérée comme étant spontanée d'un point de vue thermodynamique. Et donc le diamant, lorsqu'il se transforme en graphite, en réalité les atomes de carbone donc seront dans un état énergétique et plus stable. Toutefois, on peut se poser la question pourquoi cette réaction n'a pas lieu. Pourquoi le diamant ne se transforme-t-il pas spontanément en graphite? Tout simplement, c'est que cette réaction, pour qu'elle puisse avoir lieu, on va avoir besoin d'une certaine quantité d'énergie qui doit être fournie pour que cette réaction puisse avoir lieu. Donc, l'apport d'énergie nécessaire, tout d'abord, pourquoi une énergie d'activation, pourquoi une énergie serait nécessaire pour que la transformation du diamant en graphite puisse s'opérer. Donc cette énergie, elle va être nécessaire déjà pour briser les liaisons carbone-carbone de la structure CFC cubique à face centrée du diamant. Donc les atomes de carbone pourront ensuite se réarranger en structure hexagonale.
Là, vous avez des structures hexagonales et en feuillet. L'énergie libérée lors de la formation de liaison du carbone-graphite. Donc là, on a en quelque sorte une rupture des liaisons. La rupture sera rendue possible par l'énergie d'activation. Euh, et là, le remodelage, la formation des liaisons carbone-graphite va quant à elle libérer une quantité d'énergie et le bilan énergétique, donc la transformation du carbone diamant en carbone graphite, le bilan sera négatif. D'un point de vue thermodynamique, on va dire que la réaction elle est spontanée, elle est faisable, mais il existe un préalable, une condition, qu'un amorçage de la réaction puisse avoir lieu en apportant une énergie d'activation. Ainsi, l'énergie nécessaire à cette transformation sera donc appelée EA pour énergie d'activation. Comme définition, il s'agit d'une barrière énergétique impliquée dans le schéma réactionnel conduisant à la formation d'un composé à partir des réactifs. Ainsi, le diamant qui est thermodynamiquement stable, il est là dans les réactifs, donc c'est un réactif, par rapport au graphite qui est dans les produits. Donc cette réaction, on devrait observer une transformation des réactifs en produits, c'est-à-dire une transformation du carbone diamant en carbone graphite. Cette réaction, donc, elle est thermodynamiquement instable parce qu'il devrait y avoir une transformation. Seulement, elle est cinétiquement stable en raison de cette barrière énergétique. Pour que cette réaction puisse avoir lieu, on doit fournir une énergie d'activation suffisante pour enclencher la transformation. L'énergie d'activation peut être apportée de diverses manières, sous forme de chauffage, c'est la chose la plus courante, mais également sous forme d'électricité ou d'étincelle, ou d'un rayonnement qui peut être par exemple un rayonnement UV ou autre. L'énergie d'activation peut être diminuée en présence d'un catalyseur. Et c'est là qu'on va parler de la catalyse. Si on vous pose la question, c'est-à-dire le rôle exact des catalyseurs, les catalyseurs interviennent justement par rapport à l'énergie d'activation en la diminuant. Sans plus tarder, on va parler de la catalyse. Donc un catalyseur, c'est quoi? Donc c'est un corps qui va accélérer une réaction chimique sans subir lui-même de modifications permanentes. Donc il va participer à la réaction, mais il va être régénéré vers la fin de celle-ci. Donc premier point, il faut savoir qu'un catalyseur, donc il va accélérer la réaction chimique, il ne va faire qu'accélérer, il ne va pas augmenter le rendement de la réaction, mais seulement l'accélérer. Donc il va influencer uniquement la cinétique de la réaction. Il va y avoir une transformation au niveau du catalyseur. Le catalyseur, il va réagir chimiquement avec les autres réactifs, mais ces modifications ne sont pas permanentes parce que le catalyseur, il va se régénérer, il va se retrouver dans son état initial. Il existe deux types de catalyse. La catalyse peut être dite homogène ou hétérogène. Ce n'est pas très important et c'est tout à fait simple. Donc, si le catalyseur et les réactifs existent dans le même état de phase, donc par exemple si le catalyseur est un liquide, les réactifs sont, c'est-à-dire dans un milieu liquide, donc la catalyse elle est dite homogène. Si le catalyseur par exemple est une poudre et nos réactifs se trouvent en solution, donc là on a deux phases hétérogènes et on parle justement de catalyse hétérogène. Ainsi, le mécanisme d'une réaction catalysée, là, vous voyez sur ce schéma, on a deux réactions. On a une réaction là en violet qui est une réaction catalysée. Là en vert, on a la même réaction mais qui n'est pas catalysée. Les mêmes réactifs, les mêmes produits, mais on a là deux voies réactionnelles, deux mécanismes réactionnels qui sont différents. Ainsi, le catalyseur il va permettre de contourner la barrière énergétique et la réaction globale qui était lente sera remplacée par plusieurs réactions rapides. Autrement dit,
Là, si on considère la réaction non catalysée, on a des réactifs qui sont censés donner un produit. La différence d'énergie, donc d'un point de vue thermodynamique, cette réaction, elle est faisable. Seulement, l'énergie d'activation, donc la barrière énergétique pour la réaction non catalysée, elle est très importante. Le fait d'ajouter un catalyseur, d'impliquer un catalyseur dans cette réaction, qu'est-ce que ça va donner? Tout simplement, il va y avoir une diminution de l'énergie d'activation de cette valeur à celle-ci. Et donc la réaction, elle va emprunter une autre voie, un autre mécanisme dont la barrière énergétique sera moins importante. On va passer maintenant à la sixième et dernière partie qui s'intéressera donc aux réactions chimiques en chimie inorganique. Il faut savoir que les réactions des substances inorganiques et des réactions chimiques, d'une manière générale, et les méthodes utilisées dans leur synthèse peuvent être euh, très variées. Donc parfois il est un petit peu difficile de mémoriser les réactions chimiques. Donc il est plus simple de les classer d'abord en catégories pour comprendre un petit peu la nature de la réaction qui est en train de se passer. Et là, on va se retrouver face à quatre principales catégories de réactions chimiques. On va voir les réactions de combinaison, ce qu'on appelle les réactions de synthèse, les réactions de décomposition ou les réactions d'analyse, les réactions de déplacement simple ou bien les réactions de déplacement double, ce qu'on appelle les réactions de métathèse. Donc on a la combinaison, la décomposition, le déplacement simple et le déplacement double. Et toutes les réactions chimiques que vous pourrez observer peuvent être grosso modo classées dans l'une de ces quatre catégories. On va commencer donc par les réactions de combinaison, ou bien les réactions de synthèse. Tout simplement, on a deux éléments ou deux composés, l'élément ou le composé A et B. Donc au plus, vont se combiner pour former un seul composé. Donc de type A plus B, ça va nous donner AB. Comme on a ici le cas du lithium, de la réaction du lithium avec de l'hydrogène qui va nous donner l'hydrure de lithium, ou là encore la réaction du monoxyde de carbone avec l'oxygène qui va nous donner le dioxyde de carbone. La réaction, donc la combinaison, la réaction de combinaison, la réaction de synthèse peut être spontanée, comme c'est le cas du chlore avec le sodium. Cette réaction ne nécessite pas l'apport d'une énergie d'activation, les réactifs étant très réactifs justement. Et d'un point de vue thermodynamique, cette réaction elle est très favorisée. La combinaison peut, dans certains cas, nécessiter un amorçage sous forme de température, d'étincelles, de lumière, etc. Ou bien on ajoute un catalyseur justement qui va diminuer la barrière énergétique. La réaction de combinaison donc peut s'apparenter aussi à une réaction d'addition, notamment par exemple en chimie organique, ce que vous allez voir aussi en chimie thérapeutique en troisième année, où vous allez parler de réaction d'addition. Donc les réactions de combinaison en réalité sont des réactions d'addition au regard d'un des réactifs. Au regard par exemple de l'hydrogène, on lui a additionné du lithium et vice-versa pour le lithium, on lui a additionné de l'hydrogène. Donc combinaison, addition, c'est une question de point de vue. On va passer maintenant à la réaction de décomposition, la réaction d'analyse. C'est le contraire des réactions de combinaison, donc c'est la réaction inverse de la combinaison. Donc on a un composé AB qui va se décomposer en A et en B. On peut voir plusieurs exemples, donc la décomposition en deux éléments, comme c'est le cas par exemple de l'oxyde de mercure qui va se décomposer en mercure avec libération de l'oxygène. La décomposition en deux composés,
comme c'est le cas des carbonates de calcium, lorsqu'elles sont un petit peu chauffées, on peut obtenir du CO2 avec l'oxyde de calcium. Et la décomposition d'un élément est un composé, comme c'est le cas du peroxyde d'hydrogène. Donc, il va se décomposer. On a composé une molécule qui est l'H2O et l'oxygène. La décomposition peut avoir lieu de manière spontanée ou bien par chauffage. Et là, on peut avoir différents types. Comment dirais-je, on peut avoir plusieurs appellations de ces réactions. Euh, Vous avez sûrement entendu parler des réactions de pyrolyse ou de thermolyse, tout simplement c'est des réactions de décomposition par chauffage par la chaleur. L'électrolyse, c'est de la décomposition, c'est une réaction de décomposition par l'électricité, ou bien la photolyse, donc une réaction de décomposition par la lumière. Une réaction de décomposition réversible est dite une réaction de dissociation. Donc, quand vous entendez parler d'une réaction de dissociation, c'est une réaction de décomposition, mais avec un équilibre. Donc, on a là la décomposition, elle est juste partielle et on obtient à un moment donné un équilibre entre les réactifs et les produits. La troisième réaction, appelée réaction de déplacement simple. Donc, tout simplement, on a un élément qui va remplacer un autre dans un composé. Soit ici l'élément par exemple A qui, en réagissant avec le composé BX, va déplacer le B pour prendre sa place et on va obtenir le AX plus B. C'est le cas par exemple de la dissolution du zinc métallique dans un acide, qui soit par exemple le HCl. Et là, donc, le zinc, il va déplacer l'hydrogène pour obtenir du chlorure de zinc avec libération de l'hydrogène. Ainsi, les réactions d'oxydoréduction s'apparentent à des réactions de déplacement. De manière générale, on peut avoir observé deux cas de figure. Le premier cas où A et B donc, sont des métaux ou bien des protons, et X, donc ici, est un non-métal. Donc là, on va avoir une réaction d'oxydoréduction où A va être oxydé et B va être réduit. Donc si A est plus réactif, donc il va jouer le rôle de réducteur. Donc si A est plus réactif que B ou plus réducteur que B, ou bien le BX est plus stable que AX, ou bien lorsque le non-métal est un anion spectateur. Donc ce sont les différents cas de figure. On a un exemple, on a là deux métaux, on a là un anion, donc le nitrate d'argent avec plus le cuivre, ça va nous donner l'argent métallique plus le nitrate de cuivre. Ici, le cuivre, il va réduire l'argent. Le cuivre, quant à lui, il va être oxydé. On observe là une réaction d'oxydoréduction. Le deuxième cas de figure où A et B sont des non-métaux, où X est un métal. Donc, A est réduit et B sera oxydé. A est plus réactif, donc il est plus oxydant que B, où le composé BX va être plus stable que AX. Et là, on a un X qui est un cation spectateur. Là, pour l'exemple, on a le iodure de sodium qui, en réagissant avec le chlore, donc, il va déplacer l'iode pour produire le chlorure de sodium et libération de l'iode élémentaire. Cette réaction donc, est également une réaction d'oxydoréduction où le chlore va oxyder, plutôt où le chlore il va être réduit, donc il va passer de l'état 0 à l'état -1, où le sodium donc, il va pas changer son état d'oxydation, c'est plutôt l'iode, donc il va passer de l'état -1 à l'état 0 et donc il va être oxydé. Au regard de la stabilité des composés aussi, que ce soit pour le premier ou le deuxième exemple, tout simplement le NaCl étant plus stable que le NaI, le iodure de sodium, la réaction entre le iodure de sodium et le chlore va nous produire du NaCl et donc les produits seront plus stables que les réactifs d'un point de vue énergétique.
La dernière catégorie de réactions chimiques, ça va être les réactions de déplacement double ou bien les réactions de métathèse. Tout simplement, on a deux composés chimiques qui vont s'échanger mutuellement un de leurs atomes, de leurs ions, de leurs groupes pour former de nouveaux composés. La réaction est de type AX plus BY est égale, ça va nous donner AY plus BX. On peut voir plusieurs exemples, comme ici la réaction entre le chlorure de barium et le sulfate de sodium. On va obtenir le sulfate de barium et le chlorure de sodium. Euh, Ici aussi, les réactions, certaines réactions que vous connaissez, comme la réaction classique de neutralisation acide-base. En réalité, c'est une réaction de déplacement double. Là, par exemple, le NaOH, le HCl, on va donc le NaOH et le HCl vont s'échanger donc des cations, des ions plutôt. Euh, le sodium va se combiner en chlore pour former le NaCl et le proton avec le H- pour former le H2O. Les réactions de substitution aussi sont des réactions de déplacement double lorsque on considère l'un des points de vue des réactifs. Là, par exemple, le C6H6, on va lui substituer un hydrogène pour du NO2. Et donc là, on est face également à une réaction de substitution et c'est une réaction de déplacement double. Donc voilà, si après c'est les points à retenir, c'est-à-dire ces différents points qu'on a essayé de voir tout au long de ce chapitre. Ces points à retenir constituent en réalité les objectifs même de ce cours, la définition de la chimie minérale, euh, ses applications en sciences biomédicales et pharmaceutiques, la classification des éléments du tableau périodique, notamment en fonction de leur caractère métallique, le lien qui existe entre les propriétés périodiques des éléments chimiques et notamment avec la charge nucléaire effective, pouvoir expliquer la nature d'une liaison, notamment en connaissant l'électronégativité des atomes qui la constituent et des propriétés du composé qui va être formé, distinguer les facteurs thermodynamiques des facteurs cinétiques et savoir interpréter un petit peu le bilan énergétique d'une réaction et pouvoir aussi connaître un petit peu son mécanisme à travers ça. Et enfin, retenir les quatre catégories des réactions chimiques, pouvoir citer des exemples et lorsqu'on est face à une réaction chimique, pouvoir classer cette réaction dans l'une de ces quatre catégories. Voilà, j'espère que les notions ont été bien comprises par vous. Si des questions, s'il y a des questions, vous pouvez me les faire parvenir par mail ou laisser un commentaire. J'essaierai d'y répondre avec soin. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.